Bonjour à tous. Cette vidéo de notre invité du mois d'avril 2022 est un peu particulière car nous avons eu à déplorer un incident technique qui a effacé la première partie de l'entretien qui nous avait été accordé par notre invité du mois, à savoir Madame Rachel Kahn. Alors, nous avons hésité entre ne rien publier du tout ou publier simplement la deuxième partie, qui nous était parue tout à fait intéressante et digne d'être mise en ligne. Ça me permet aussi, donc, pour faire le lien, de vous faire un très rapide résumé du parcours de Madame Kahn, de façon à ce que ceux qui la connaissent peu ou pas du tout puissent savoir qui elle est. Madame Kahn est née à Tours d'un père gambien, professeur à l'université de Tours, professeur d'anglais, et d'une mère d'origine polonaise, juive ashkénaze, ce qui lui permet de se présenter d'une façon tout à fait humoristique comme étant une afro-yiddish tourangelle. C'est un créneau sur lequel elle aura peu de concurrence. Elle poursuit des études tout à fait normales, pratique un certain nombre d'activités comme la plupart des enfants et notamment la danse classique, qu'elle abandonne parce qu'on lui fait comprendre que aussi bien sa couleur de peau que sa morphologie ne perdent pas tout à fait à ce que l'on voit habituellement et à ce que l'on peut souhaiter. Alors elle se tourne vers le sport et elle devient championne de France dans sa spécialité qui est le triple saut. Ensuite, elle commence des études supérieures et elle obtient d'abord un DESS à l'université de Paris-Panthéon-Assas, un DESS en droit de l'homme et droit humanitaire, complété par un DEA en droit international. Munich soviétique, elle rejoint à la région Île-de-France le cabinet de Jean-Paul Huchon, où son activité va consister à rédiger des discours pour des personnes, pour des politiques, peut-être en panne d'inspiration, et à leur donner un certain nombre de conseils d'ordre juridique. Mais elle a d'autres activités. Elle est aussi actrice, et on la voit dans un certain nombre de films d'abord, avec des réalisateurs comme Jérôme Enrico, François Ozon et Frédéric Schoendorfer. Elle est aussi actrice de théâtre et elle joue dans un certain nombre de pièces. Alors, je vais vous en citer simplement deux, Les monologues du vagin et La promesse de l'aube de Romain Gary. Ça, c'était en 2020. Elle n'oublie pas d'écrire. Et elle est aussi autrice avec un premier ouvrage qui est un ouvrage d'inspiration largement biographique, qui s'appelle Les grandes et les petites choses, publié en 2016, et puis surtout un ouvrage qui s'appelle tout simplement Racé, sur sa perception de sa situation dans la société française contemporaine, ouvrage qui lui vaudra d'obtenir le prix de la laïcité du Comité Laïcité République en 2019. Voilà pour le décor général. Nous avons donc en face de nous une personne extrêmement active, militante laïque, parce qu'elle considère que la laïcité fait partie intégrante et constitue même la base de notre société. Et c'est cette deuxième partie que nous allons vous présenter maintenant. Pour terminer sur la diversité, et vous disiez à un moment que c'était un moyen de distinguer ou de mettre à l'écart, je ne sais pas, les Noirs et les Arabes, Oui. on parle des diversités visibles. Oui. Ça, c'est le pire de tout, là, parce qu'on désigne véritablement une catégorie Oui. de gens et on revient à la couleur de peau, en fait. Hein. Oui. C'est exactement Tout ça. à fait, tout à fait. En fait, diversité, ensuite racisé, en plus. Enfin voilà, c'est tellement aux antipodes, enfin de toute notre histoire, de tout ce qu'on a envie de
de réparer, enfin en tout cas de faire passer à côté. C'est-à-dire qu'on peut, enfin c'est juste impossible en fait de se qualifier comme ça. Et par ailleurs, par rapport à ce qu'on fait, notre existentialisme, et c'est là où je vous parlais du rôle des comédiens et des comédiennes, la diversité, c'est encore une fois tout ce qu'on a en nous, c'est-à-dire que tout ce qu'on a travaillé pour avoir cette élasticité d'être quelqu'un d'autre à l'écran ou sur scène, ou comme dans la vie. On va terminer quand même sur une touche optimiste, avec Oui, avec les mots qui réparent. oui, Alors, dans les mots qui réparent, le premier qui vient, qui m'a paru en ordre d'importance enfin, le plus important, c'est le mot silence. oui. Enfin, alors les mots qui réparent, c'est vraiment mes propres mots. Je pense que chacun d'entre nous, c'était juste pour Bien que sûr, chacun d'entre nous puisse avoir ses propres mots qui le réparent. C'est pas, voilà. Et c'est vrai que pour moi, silence, peut-être aussi parce que j'ai été éduquée comme ça, avec un père qui voulait qu'on ait le mot juste et donc qu'on puisse réfléchir à ce qu'on va dire avant de parler, qui écoutait beaucoup, beaucoup la radio. Alors ça, c'est vrai qu'en Afrique, on écoutait beaucoup, enfin, on écoute beaucoup la radio, qui écoutait beaucoup la radio. Et pour écouter la radio, pour écouter euh, la connaissance de l'autre, bah, il faut faire silence. Et c'est vrai qu'on est dans une période où il y a tellement de brouhaha, d'informations, de contre-informations, de fake news, de buzz. On est dans notre cerveau n'a pas la capacité d'absorber ces ensembles de choses. Et donc, il est, à mon sens, pour nous réparer, mais peut-être aussi pour avoir accès à notre propre pensée, parfois, il est bon de faire silence avec nous-mêmes pour pouvoir se poser en face de nous-mêmes, justement. Et puis, dans cette période aussi où on a eu beaucoup de gens qui disaient c'est bien de libérer la parole, la libération de la parole, elle est bien lorsqu'il y a des gens qui écoutent. oui. Si tout le monde parle en même temps, si tout le monde part dans des monologues, ça ne sert à rien. Et puis par ailleurs, dans la construction de notre citoyenneté et dans notre démocratie, on a un véritable problème aujourd'hui avec le dialogue, l'échange de pensées. Et ce dialogue-là, il ne se fait que quand le silence est par intermittence entre les uns et les autres qui arrivent à s'écouter pour continuer d'arriver à se parler et de faire entendre nos voix ensemble. Alors on l'a vu il n'y a pas tellement longtemps, puisque nous sommes en pleine campagne présidentielle, et dans une émission sur une chaîne de télévision, on a fait appel à différents candidats. Je crois qu'au total, on a appelé 8 candidats, mais en faisant très attention à ce qu'ils ne puissent pas se croiser, se rencontrer, Ah, et au lieu d'avoir un échange entre les différents candidats pour parler de leur position sur tel ou tel sujet, on s'est retrouvé avec une série de monologues, chaque candidat ayant, je crois, une dizaine de minutes. On entre bien, effectivement, dans cette catégorie silence. Alors, contre le silence, enfin pas contre, mais il y a aussi la création. oui. En fait, les mots qui réparent cette partie-là du livre, et c'est aux antipodes en fait de ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que ce qui me plaît dans les mots, c'est qu'il y a toujours plusieurs définitions et plusieurs axes dans ces mots-là. Le silence peut être terrible, catastrophique, c'est l'omerta, Mmh. mais c'est aussi salvateur. La création, c'est pareil. La création, ça peut vous rendre dingue parce que on n'est pas dans les influenceurs qu'on peut voir aujourd'hui qui pensent qu'ils sont des artistes. Non, une œuvre d'art, elle met des mois et des mois à être créée, à se construire. Pour faire un album, il y a des musiciens qui mettent des années. Et elle peut rendre fou. On l'a vu aussi chez Maupassant, chez Gérard de Nerval, chez Romain Gary aussi, avec ces sortes de névroses. Chez Brassens, qui sur un pied, sur un mot, pouvait passer des semaines simplement parce que ce n'était pas le mot qu'il voulait. Et dans le même mouvement, la création, elle permet de faire vibrer quelque chose de nos humanités et peut-être bien avant que les législateurs s'emparent des sujets. Et je voulais dire par là que ce sont
des alertes sensorielles finalement. Chez Mozart ou chez Stravinsky, on entendait déjà les bombes avant la guerre. Les artistes arrivent à la fois à nous réparer et à faire le lien entre nous et à nous conjuguer, justement. Parfois, on est dans des salles de spectacle et un air de musique va nous emballer tous de manière universelle. C'est-à-dire que c'est pas... Je sais qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui critiquent cette notion d'universel, mais il y a des choses qui sont universelles, qui sont profondément humaines, Bien et sûr. ça fait partie de notre constitution, de nos émotions. Et donc, voilà, c'est le réel. On peut être contre l'universel, mais c'est le réel. Donc, ça nous répare parce qu'il y a ce truc de communion, mais aussi c'est ce qui peut prévenir des enjeux futurs. Et donc, c'est ce pourquoi je voulais mettre le mot création, parce on en parle très peu, notamment dans les campagnes électorales. On parle très peu de culture, on parle très peu des artistes, alors même que dans le même temps, on parle de bataille culturelle et de guerre de civilisation. Donc, Absolument. c'est bizarre de ne pas parler des artistes dans ce contexte-là. Et puis, on a vu, voilà, par exemple, avec l'Ukraine, c'est-à-dire qu'on ne protège pas forcément nos artistes en temps de paix. Nos artistes ont été tués. Avec Charlie, on dit que les caricatures, mais derrière les caricatures, il y a des artistes. Oui. Euh, et, et ce que je sais, c'est qu'en temps de guerre, ils sont présents parce qu'avec l'Ukraine, tout ce qu'il y a aujourd'hui de musiciens à travers le monde qui se mobilisent, des danseurs, des chanteurs, des peintres, il y a cet élan-là, et cet élan-là, il est profondément, de la création, il est universel. Et ils se trouvent tous mobilisés. Alors, pour terminer cet entretien, je vous lance un mot qui fait beaucoup débat dans la Ah, campagne présidentielle actuelle, c'est oui. créolisation. Oui, alors c'est vrai, moi, c'est de manière inattendue parce qu'il est dans, il est dans mes mots, il est dans mes mots de la réparation. Je sais qu'il a fait débat entre deux candidats, Oui, sauf que moi, je ne l'interprète pas comme ça, ni comme l'un, ni comme l'autre. Et c'est marrant d'ailleurs parce que c'est vraiment les deux extrêmes qui se parlent là entre eux sur ce mot-là. Et pour moi, c'est pas du tout ce que je vois dans la créolisation. Pour moi, la créolisation, je le répète souvent, c'est pas ni d'un côté le grand remplacement, ni de l'autre côté le métissage avec tout le monde qui va devenir créole, enfin avec un typon chez machin. Pour moi, la créolisation, c'est comment on sort du chaos. La créolisation, de manière très concrète, alors c'est un mot qui a été porté par Édouard Glissant, mais qui a pris en fait naissance par rapport à son regard qu'il a eu sur les Antilles. Il s'est dit les Antilles ont vécu un crime contre l'humanité, et c'est grâce à leur ouverture que les Antilles se sont sorties du chaos. La créolisation, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, c'est ce qu'on a vécu avec le Covid. La créolisation avec le Covid, on a regardé qu'est-ce qui se passe en Angleterre, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, comment réagit, c'est quoi le variant indien, après on a dit Delta, machin, on les a appelés, mais en fait on a regardé à travers le monde que font les Israéliens, que font les Danois. On a été obligé de s'ouvrir pour pouvoir sortir de ce chaos. C'est ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Avec l'Ukraine, il y a une guerre, il y a un chaos. Nous sommes obligés, on aimerait se replier sur nous-mêmes, mais en réalité, il faut prendre la posture inverse. C'est comment on s'ouvre et on se rassemble entre pays démocrates et entre pays de la liberté pour pouvoir combattre cet ennemi totalitaire et complètement fou. C'est ça la créolisation. En fait, c'est cette philosophie de la relation qui permet de réparer nos humanités. je suis encore une fois tout à fait d'accord avec vous. Ah, Madame Kahn, nous arrivons au terme de cet entretien. J'espère que nous n'avons pas débordé sur votre emploi du temps. non. J'ai cru comprendre qu'il était un tout petit peu Un chargé. petit peu dans la période, oui. Voilà. Je vous remercie donc d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci de votre invitation.